feuilles bandes fanées. Pourquoi cela demanda-t-elle à l'étudiant assis sur le sofa. Elle aimait beaucoup l'étudiant. Il savait les histoires les plus délicieuses et découpait des images si amusantes, des cœurs où l'on voyait des petites dames qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. Voilà un agréable étudiant. Pourquoi les fleurs ont-elles si mauvaise mine aujourd'hui demanda-t-elle de nouveau, et elle lui montra un bouquet qui était complètement fané. Oui, sais-tu ce qu'elles sont, dit l'étudiant. Les fleurs ont été au bal cette nuit. C'est pourquoi elles penchent la tête. Mais les fleurs ne savent pas danser, dit la petite Ida. Si, dit l'étudiant, quand il fait nuit et que les autres dorment, elles sautent joyeusement partout. Elles ont bal presque toutes les nuits. Ne peut-il pas venir d'enfants à ce bal-là? Si, dit l'étudiant, de toutes petites marguerites et de petits muguets. Où dansent les plus belles fleurs demanda la petite Ida. N'as-tu pas été souvent devant la porte du grand château, où est le beau jardin plein de fleurs? Tu as bien vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu veux leur donner des miettes de pain. C'est là qu'il y a bal, bien sûr. J'ai été là dans le jardin hier avec maman, dit Ida, mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres et il n'y avait pas du tout de fleurs. Où sont-elles? J'en ai tant vu cet été. Elles sont dans le château, dit l'étudiant. Aussitôt que le roi et tous les gens de la cour s'en vont dans la ville, les fleurs accourent tout de suite du jardin et montent au château. Elles sont bien contentes. Je voudrais que tu vois ça. Les deux plus belles roses prennent place sur le trône et sont ainsi rois et reines. Toutes les amarantes rouges se tiennent debout autour et s'inclinent, ce sont les gentilshommes de la chambre. Ensuite viennent toutes les plus jolies fleurs, et il y a grand bal. Les violettes bleues représentent de petits cadets de marine, et dansent avec des jacinthes et des crocus, qu'ils appellent mademoiselle. Les tulipes et les grands lys rouges sont de vieilles dames. Elles veillent à ce que l'on danse convenablement et à ce que tout se passe bien. Mais, demanda la petite Ida, n'y a-t-il personne qui gronde les fleurs parce qu'elles dansent dans le château du roi? Il n'y a personne qui sache bien ce qu'il en est, dit l'étudiant. Quelquefois, il est vrai, arrive le vieux gardien du château. La nuit, il doit tout surveiller. Il a une grosse trousse de clés, mais aussitôt que les fleurs entendent les clés cliqueter, elles restent bien tranquilles, cachées derrière les grands rideaux, et elles avancent la tête. Je sens qu'il y a des fleurs ici, dit le vieux gardien, mais il ne peut pas les voir. C'est amusant, dit la petite Ida, et elle battit des mains. Mais est-ce que je ne pourrais pas non plus voir les fleurs? Si, dit l'étudiant, tu n'auras qu'à penser, quand tu retourneras au jardin, à jeter un coup d'œil par la fenêtre, et tu les verras. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y avait un narcisse jaune étendu, tout de son long sur le canapé. C'était une dame d'honneur. Les fleurs du jardin botanique, est-ce qu'elles peuvent aussi venir là? Peuvent-elles faire ce long chemin? Oui, bien sûr, dit l'étudiant, car elles peuvent voler quand elles veulent. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs? Ils ont presque l'air de fleurs. Et ils ont aussi été des fleurs. Ils ont jailli de la tige, haut en l'air, et ont agité les feuilles comme si c'était des petites ailes. Et ils ont volé. Et comme ils se conduisaient bien, il leur a permis de voler aussi dans la journée. Ils ne devaient pas revenir sur la tige pour s'y fixer immobile, et alors les feuilles sont devenues de vraies ailes. Ça, tu le vois toi-même, il est d'ailleurs bien possible que les fleurs du jardin botanique n'aient jamais été au jardin du roi, ni su que l'on s'y amuse la nuit. Aussi, je vais te dire quelque chose dont sera bien étonné le prophète
professeur de botanique qui habite à côté. Tu le connais, n'est-ce pas? Quand tu entreras dans son jardin, tu raconteras à une des fleurs qu'il y a un grand bal au château. Celle-là le dira à toutes les autres, et elles s'envoleront. Si alors le professeur sort dans son jardin, il n'y aura plus une seule fleur, et il ne comprendra pas ce qu'elles sont devenues. Mais comment la fleur peut-elle le raconter aux autres? Les fleurs ne savent pas parler. Non, elles ne savent pas, répondit l'étudiant, mais elles font de la pantomime. N'as-tu pas vu, quand le vent souffle un peu, comme les fleurs font signe de la tête et agitent toutes les feuilles vertes? C'est aussi clair que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprend le pantomime? Demanda Ida. Oui, bien sûr. Un matin, il descendit dans son jardin et il vit une grande ortie qui faisait de la pantomime avec ses feuilles à un charmant œillet rouge qui disait « Tu es jolie et je t'aime ». Mais le professeur n'aime pas ça du tout et donna aussitôt une tape sur les feuilles de l'ortie, car ce sont ses doigts, mais ça le démangea et depuis ce temps-là, il ne touche jamais une ortie. C'est amusant, dit la petite Ida, et elle rit. Peut-on conter à l'enfant des histoires pareilles, dit l'ennuyeux conseiller de chancellerie, qui était venu en visite et était assis sur le canapé. Il ne pouvait pas s'ouvrir, l'étudiant, et bougonnait toujours quand il le voyait découper les amusantes images comiques. Tantôt, un homme pendu à une potence et tenant un cœur à la main, car c'était un voleur, il enlevait tous les cœurs. Tantôt, une vieille sorcière à cheval sur un balai, qui tenait son mari sur son nez. Le conseiller ne pouvait supporter cela, et il disait comme maintenant, peut-on donner à l'enfant des idées pareilles? Ce sont des inventions stupides. Mais la petite Ida trouvait que c'était amusant, ce que l'étudiant disait de ses fleurs, et elle y réfléchissait beaucoup. Les fleurs penchaient la tête parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit. Elles étaient certainement malades. Elle les prit et alla retrouver tous ces autres jouets qui étaient sur une jolie petite table, et tout le tiroir était plein de splendeur. Dans le lit de poupée était couchée sa poupée Sophie qui dormait. Ida lui dit « Il faut te lever, Sophie, et te contenter du tiroir pour passer la nuit. Les pauvres fleurs sont malades, alors elles coucheront dans ton lit. Peut-être comme ça elles guériront. » Et elle prit la poupée, mais celle-ci avait un air renfrogné et ne disait pas un mot, car elle était mécontente parce qu'elle n'allait pas garder son lit. Et Ida étendit les fleurs dans le lit de poupée, tira la couverture sur elle jusqu'en haut et dit qu'elle devait se tenir bien tranquille et qu'elle allait leur faire du thé pour qu'elles puissent guérir et se lever demain. Et elle tira étroitement les rideaux autour du petit lit, en sorte que le soleil ne pouvait pas atteindre leurs yeux. Pendant toute la journée, elle ne put s'empêcher de penser à ce que l'étudiant lui avait raconté, et lorsqu'elle dut elle-même se mettre au lit, elle alla d'abord derrière les rideaux des fenêtres, devant lesquels étaient les belles fleurs de sa mère, des jacinthes et des tulipes, et elle murmura tout bas « Je sais bien que vous irez au bal cette nuit. » Et les fleurs firent semblant de ne pas comprendre et ne remuèrent pas une feuille. Mais la petite Ida savait ce qu'elle savait. Lorsqu'elle fut au lit, elle resta longtemps à penser combien ce serait charmant de voir les jolies fleurs danser dans le château du roi. Est-ce que vraiment mes fleurs y étaient? Puis, elle s'endormit. Au cours de la nuit, elle se réveilla. Elle avait rêvé des fleurs et de l'étudiant, que le conseiller rabrouait, disant qu'il donnait à l'enfant de singulières idées. Aucun bruit ne troublait la chambre à coucher où était Ida. La veilleuse brûlait sur la table, et son père et sa mère dormaient. « Est-ce que mes fleurs sont dans le lit de Sophie ?» se demandait-elle. « Je voudrais bien le savoir. » Elle se redressa un peu et regarda vers la porte qui était entrebâillée. C'est là qu'étaient les fleurs et tous ses jouets. Elle écouta, et il lui sembla entendre que l'on jouait du piano dans la pièce à côté, mais tout doucement et plus joliment qu'elle ne l'avait jamais entendu. Sûrement toutes les
danse maintenant, pensa-t-elle. Dieu, comme je voudrais voir ça. Mais elle n'osa se lever, car elle réveillerait son père et sa mère. Si seulement elle venait ici dans la chambre, se dit-elle. Mais les fleurs ne vinrent pas, et la musique continuait à jouer si joliment qu'elle ne put y résister. C'était trop charmant. Elle se glissa hors de son petit lit et alla bien doucement jusqu'à la porte et jeta un coup d'œil. Non, comme c'était amusant ce qu'elle aperçut. Il n'y avait pas de veilleuse dans la pièce, mais il y faisait quand même tout à fait clair. La lune éclairait par la fenêtre le milieu du plancher. C'était presque comme s'il faisait jour. Toutes les jacinthes et les tulipes se tenaient en deux rangées sur le plancher. Il n'y en avait plus aux fenêtres, les pots étaient tous vides. Toutes les fleurs dansaient sur le plancher, et dansaient gentiment les unes autour des autres, faisant la chaîne, et se tenaient par leurs longues feuilles vertes lorsqu'elles tournaient en rond. Et au piano était assis un grand lys rouge qu'Ida sûrement avait vu cet été, car elle se rappelait bien que l'étudiante avait dit « Oh, comme il ressemble à Mademoiselle Lynn !» Et tout le monde s'était moqué de lui. Mais maintenant Ida trouvait aussi que la longue fleur rougeâtre ressemblait à cette demoiselle, et avait en jouant les mêmes gestes, et inclinait sa longue figure rougeâtre, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, battant de la tête la mesure de la charmante musique. Personne ne remarquait la petite Ida, et voici qu'un grand crocus bleu sauta sur la table où étaient les jouets, alla droit au lit de poupée, et en écarta les rideaux. C'est là qu'étaient couchées les fleurs malades, mais elles se relevèrent tout de suite et firent signe aux autres qu'elles voulaient danser aussi. Le vieux Gasnois, dont la lèvre inférieure était détachée, se leva et salua les jolies fleurs. Elles n'avaient pas du tout l'air malades, sautèrent en bas parmi les autres et s'amusèrent beaucoup. Il y eut comme un bruit d'objets qui tombaient de la table. Ida regarda de ce côté. C'était la verge de carême qui s'élançait. Il lui semblait qu'elle faisait partie des fleurs, elle aussi. Elle était d'ailleurs aussi très gentille, et dans le haut se trouvait une petite poupée de cire, qui avait sur la tête un large chapeau semblable à celui que portait le conseiller. La verge de carême sautilla sur ses trois jambes de bois rouge au milieu des fleurs, et tapa des pieds très fort, car elle dansait la mazurka. C'était une danse que les autres fleurs ne pouvaient pas danser parce qu'elles étaient légères et ne pouvaient pas taper du pied. La poupée de cire de la verge de carême devint soudain grande et longue, tournoya au-dessus des fleurs en papier et dit à voix haute « Peut-on donner à l'enfant des idées pareilles? Ce sont des inventions stupides. » Et alors la poupée de cire ressembla tout à fait au conseiller avec son grand chapeau. Elle eut l'air aussi jaune et renfrognée, mais les feuilles en papier lui donnèrent des coups sur ses jambes maigres, et elle se raccourcit de nouveau, et redevint une toute petite poupée de cire. C'était amusant à voir. La petite Ida ne put s'empêcher de rire. La verge de carême continuait à danser, et le conseiller dut danser avec elle. Rien n'y faisait, soit qu'il fût grand et long, ou qu'il devint la petite poupée de cire jaune au grand chapeau noir. Mais les autres fleurs la prièrent de cesser, surtout celle qui avait couché dans le lit de poupée, et elle s'arrêta. Des coups assez forts furent frappés à ce moment dans le tiroir où Sophie, la poupée d'Ida, se trouvait avec beaucoup d'autres jouets. Le Casse-Noix courut au bord de la table, s'étendit sur le ventre et parvint à tirer un peu le tiroir. Sophie se leva et regarda autour d'elle avec étonnement. « Il y a un bal ici, dit-elle. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit? Veux-tu danser avec moi, dit le Casse-Noix. Ah oui, tu es un beau danseur, dit-elle, et elle lui tourna le dos. Puis, elle s'assit sur le tiroir et se dit qu'une des fleurs viendrait bien l'inviter, mais aucune ne vint, et elle se mit à tousser. Mais aucune ne venait quand même. Le Casse-Noix dansait tout seul,
se laissa tomber du tiroir sur leur parquet, ce qui fit beaucoup de bruit. Aussi, toutes les fleurs accoururent autour d'elle et lui demandèrent si elle s'était blessée. Et toutes furent très gentilles avec elle, surtout celle qui avait couché dans son lit. Mais elle ne s'était pas du tout blessée, et toutes les fleurs d'Ida la remercièrent pour son lit délicieux, lui témoignèrent beaucoup d'affection, la menèrent au milieu du parquet, où la lune brillait, et dansèrent avec elle. Et toutes les autres fleurs faisaient cercle autour. Alors, Sophie fut bien contente, et elle dit qu'elle pouvait conserver son lit. Ça lui était tout à fait égal de coucher dans le tiroir. Et les fleurs dirent: « Nous te remercions grandement, mais nous ne pouvons pas vivre si longtemps. Demain, nous serons tout à fait mortes, mais dit à la petite Ida qu'elle nous enterre dans le jardin, à l'endroit où repose le canari, et nous repousserons en été et serons beaucoup plus belles. » « Non, il ne faut pas mourir, dit Sophie, et elle embrassa les fleurs. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit, et toute une foule de jolies fleurs entra en dansant. Ida ne pouvait comprendre comment elles étaient venues. C'étaient sûrement toutes les fleurs du château du roi. En tête marchaient deux roses délicieuses, qui portaient de petites couronnes d'or. C'était un roi et une reine. Puis venaient de superbes giroflées et œillets qui saluaient de tous côtés. De la musique les accompagnait des coquelicots et des pivoines soufflés dans des gosses de bois, et en étaient tout rouges. Les campanules bleues et les petites nivéoles blanches sonnaient comme si elles avaient eu des clochettes. C'était une musique amusante. Puis venait une quantité d'autres fleurs, et toutes dansaient, les violettes bleues et les pâquerettes rouges, les marguerites et les muguets, et toutes les fleurs s'embrassaient. C'était joli à voir. Enfin les fleurs se dirent bonne nuit, et la petite Ida se glissa aussi dans son lit, où elle rêva de tout ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle se leva le lendemain matin, elle courut bien vite à la petite table pour voir si les fleurs y étaient encore. Elle écarta les rideaux du petit lit. Oui, elles étaient toutes là, mais elles étaient tout à fait fanées, bien plus qu'hier. Sophie était dans le tiroir où elle l'avait mise et semblait très somnolente. « Te rappelles-tu de ce que tu devais me dire ?» demanda la petite Ida. Mais Sophie avait l'air très bête et ne dit pas un mot. « Tu n'es pas du tout gentille, dit Ida, et elles ont pourtant dansé toutes avec toi. » Alors elle prit une petite boîte en papier sur laquelle étaient dessinés de jolis oiseaux. Elle l'ouvrit et y déposa les fleurs mortes. « Ce sera votre jolie pierre, dit-elle, et lorsque les cousins norvégiens viendront ici, ils prendront part à votre enterrement dans le jardin, pour que vous poussiez en été et deveniez encore beaucoup plus belle. » Les cousins norvégiens étaient deux garçons gaillards qui s'appelaient Jonas et Adolphe. Leur père leur avait fait cadeau à chacun d'une arbalète, et ils avaient apporté leur arme pour la montrer à Ida. Elle leur raconta l'histoire des fleurs qui étaient mortes, et ils durent les enterrer. Les deux garçons marchaient devant, l'arc sur l'épaule, et la petite Ida derrière avec les fleurs mortes dans la jolie boîte. Une petite tombe fut creusée dans le jardin. Ida embrassa d'abord les fleurs, puis plaça la boîte dans la terre, et Adolphe et Jonas tirèrent avec leur arc par-dessus la tombe, car ils n'avaient pas de fusil ni de canon. Voilà les amis, j'espère que ce conte vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous relaxer. Sur ça, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.